On ne peut pas, comment dire, ignorer ce qu'est le vieil adage romain, si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, pas pour la faire, mais pour montrer que ça coûte trop cher de te la faire. Et je pense qu'on n'a pas montré assez à Poutine que ça lui coûterait cher. On va rester longtemps au bord d'une situation où peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la... peut-être on sera obligé de faire la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Nous, Européens, Occidentaux, est-ce qu'il faut employer la force? Point final, il faut répondre à la force par la force, ou il faut faire autre chose? Alors vous citez plusieurs choses, vous citez je ne sais plus si je dis bien, Jean Patočka, c'est ça? Jan Patočka, oui. Patočka. Et vous parlez d'un truc qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire des ébranlés, la solidarité des ébranlés. On a l'impression que ce n'est pas la force qui va répondre à cette force brute de Poutine, c'est autre chose. Comment on réagit face à lui? Qu'est-ce qu'il faut faire en gros? Parce que là on est dans le concret. On est dans une situation où il fait la guerre à l'Ukraine, on dit qu'on est solidaire avec l'Ukraine. Concrètement, on fait quoi? Alors, d'abord un petit mot sur Patočka. D'accord. Parce que Patočka, c'était le premier porte-parole de la Charte 77 en Tchécoslovaquie. C'était un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Les Essais hérétiques, dont Paul Ricoeur disait que c'était un des livres les plus importants qu'il ait lus. Et Patočka, dans ce livre, a un essai tout à fait étonnant sur les guerres du XXe siècle, ou le XXe siècle comme siècle de la guerre. Il dit au XXe siècle, il s'est passé la chose suivante. Dans un monde qui n'avait plus de sens, on a pensé donner un sens au monde par la force. Et il explique, par la guerre. Par la guerre, et il explique que c'est ça qui est à l'origine, d'une part, des deux guerres mondiales, mais aussi d'une forme de logique économique prédatrice, où il s'agit de s'imposer à l'autre, de vaincre l'autre, que ça soit par tous les moyens d'une certaine manière. Il dit même la paix peut devenir d'une certaine manière un moyen. Et quand j'ai lu ça, moi qui suivais la Russie, j'ai vraiment l'impression qu'en fait Poutine avait réactualisé cette analyse des choses en disant, oui, il réintroduit dans un monde qui s'était, après 1945, qui s'était donné un certain nombre de règles, et notamment à travers les Nations Unies, il réactualise l'idée que c'est plus la négociation qui compte, c'est les rapports de force. On pourrait dire que d'une certaine manière, c'est peut-être un air du temps, après un moment où, d'une certaine manière, la grande phase, le grand cycle de l'idée de la négociation politique était peut-être arrivé à son terme avec la grande réjouissance et un peu illusoire de la fin de l'histoire après la chute du mur de Berlin. Donc il y a ce retour des rapports de force dans lequel il s'investit massivement et il est le premier. Et il est le premier à le comprendre. Mais pourquoi il est le premier à le comprendre? Sans doute par sa formation. C'est un homme qui a été formé à ça et qui n'était pas, je pense, un si petit personnage du KGB, sinon il ne serait pas arrivé là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La question se pose, il faut savoir à quel moment on se situe, à quel moment on pose la question. Si on pose la question en 2014, par exemple, il y avait les sanctions et il ne s'agissait certainement pas d'aller faire la guerre à la Russie. Mais par contre, on aurait pu aller beaucoup plus loin d'abord dans l'aide à l'Ukraine pour l'aider à se renforcer militairement, plus vite. On aurait pu construire beaucoup plus solidement les solidarités européennes parce qu'on voit qu'elles sont terriblement mises à l'épreuve. On aurait pu construire beaucoup plus solidement les solidarités sociales, parce que là, on va voir à l'automne dans quelle crise on va être plongé. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pays européens qui vont connaître des crises sociales très difficiles avec l'évolution de l'inflation, des prix de l'énergie, etc. Donc la première chose, c'est ça, et c'est de l'ordre de la solidarité. Et puis après, on ne peut pas, ignorer ce qu'est le vieil adage romain, si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, pas pour la faire, mais pour montrer que ça coûte trop cher de te la faire. Et je pense qu'on n'a pas montré assez à Poutine que ça lui coûterait cher. Et que
on va rester longtemps au bord d'une situation où peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la... peut-être on sera obligé de faire la guerre. C'est terrible ça. C'est pas une certitude, mais si on ne reprend pas l'initiative, notamment si on ne se dote pas très vite, on ne reconstitue pas nos capacités d'armement, parce qu'on est dans une guerre longue et qui va durer, je pense, longtemps, c'est-à-dire où les adversaires s'épuisent. Mais ce n'est pas que l'Ukraine qui s'épuise face à la Russie qui s'épuise, c'est aussi les Européens qui sont en train de brûler une partie, si j'ose dire, de leur propre capacité militaire en soutenant l'Ukraine. Et ils ont bien raison de le faire. Mais ils auraient raison de penser qu'il faut être en économie de guerre, c'est-à-dire reconstituer très vite, le plus vite possible, nos moyens militaires pour pouvoir faire face. Sachant qu'en plus, on a, nous pend au nez, la question de la menace nucléaire, puisqu'on est avec un acteur qui utilise l'arme de dissuasion, non pas pour dissuader la possibilité d'une agression contre lui sur son territoire, mais pour dissuader qu'on s'oppose à l'agression qu'il mène. Et ça, il faut bien voir la différence, hein. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la force de dissuasion est devenue une force d'agression symbolique. Et là, il faut aussi qu'on se prépare à ça. J'ai interrogé Frédéric Ancel la semaine dernière, là, qui disait qu'il n'y croit pas du tout à l'intervention, à la puissance nucléaire, que Poutine déclenche le feu nucléaire. Parce qu'il n'est pas... Mais il a raison. Il n'est pas martyr. Non, mais il a raison de penser ça, puisque c'est un jeu où tout le monde est perdant. Voilà. Mais néanmoins, la menace est là. Et quand on joue à la roulette russe, d'une certaine manière, il y a toujours un danger qu'on tombe sur la seule balle dans le barillet. Mais alors, pour revenir sur la question de comment on réagit face à ça, ce que vous développez, qui est, je trouvais très intéressant, même d'un point de vue d'une réflexion intellectuelle chrétienne, j'allais dire, c'est que vous parlez c'est un peu ce qu'ont fait les dissidents, et cette idée de solidarité des ébranlés. Est-ce que vous pouvez... Je voulais revenir là-dessus, parce que l'expérience de Patočka, elle s'est ancrée dans la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Et il parle de la solidarité des ébranlés. Dans son esprit, c'est les gens qui étaient dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et il pense aux fraternisations qui ont eu lieu entre des soldats qui se tiraient dessus, mais qui ont pris conscience qu'ils étaient manipulés par des pouvoirs qui se servaient d'eux pour assurer leur pouvoir. Et il dit, c'est ça, la solidarité des ébranlés, c'est la solidarité de ceux qui sont de part et d'autre victimes. Parce qu'il faudrait construire une forme de solidarité avec les Russes, d'une certaine manière. Je dis bien les Russes, pas le régime russe, parce qu'ils sont aussi victimes de leur propre régime. Simplement, ils sont aujourd'hui encore dans l'illusion, et c'est très difficile de... On ne va pas les sortir comme ça de l'illusion. Mais à terme, de toute façon, il faudra... L'avenir ne peut se construire que sur la solidarité de ceux qui ont vu le prix dément, je dis bien le prix dément, de l'usage de la force. Et c'est ça qu'il faudra faire plus tard. Comment on peut l'organiser, ça? Comment ça peut se faire? C'est sui generis, ça peut pas s'organiser. D'une certaine manière, c'est comme ça que c'est ça qui a construit l'Europe. La communauté européenne, quand elle s'est créée, l'Europe des six, c'est l'Europe de gens qui s'étaient battus et qui avaient compris ils ont dit plus jamais ça entre eux. Et c'était des ennemis. Et des ennemis depuis pratiquement un siècle. Enfin, l'Europe s'était entre-déchirée et elle dit assez de souffrance. Regardez ce qu'on a fait. On a tué nos enfants. Hein, c'est ça. On a tué nos enfants, on a exterminé les Juifs, on est allé au bout de l'horreur. Ça suffit. Donc, c'est pas dit qu'on fera pas la même chose avec les Russes, mais ce qui est tragique, c'est qu'on soit obligé de payer un prix pareil. Mais c'est ça qu'il faudra faire. Et je dis bien, on l'a fait. Ça a eu un sens, et si on vit aujourd'hui, d'une certaine manière, encore paisiblement, on a vécu sans guerre depuis 70 ans. Si on vit comme ça, entre Européens, c'est à cause de ça. Donc ça veut dire que c'est pas juste un wishful thinking, c'est une réalité qui a existé, sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est d'ailleurs ça qui a séduit les pays centre-européens. C'est ça d'ailleurs qui séduit l'Ukraine. C'est ça qu'elle veut. Vous faites un grand plaidoyer pour l'Europe, plus que pour l'Occident d'ailleurs. Vous défendez
on a l'impression que vous faites une différence à l'Occident, y compris les États-Unis, et l'Europe. Vous pensez que le projet européen en tant que tel, c'est ce qui peut effectivement... oui, parce que là, on a un ensemble de territoires connexes, conjoints, qui sont en échange permanent. Les États-Unis, ils sont malgré tout loin, le Canada aussi, l'Australie, pareil, le Japon, pareil. Cela dit, il se passe pas tout à fait la même chose, mais quelque chose d'approchant à un degré moindre. Mais ce qui est le plus impressionnant, parce que le reste du monde occidental y est uni, grosso modo, par la culture anglo-saxonne. Il faut bien le dire, c'est l'ancien Commonwealth. Ce qui est impressionnant en même temps en Europe, c'est le dialogue de pays qui sont, alors de cultures proches, on parle de culture européenne, mais en même temps, ce sont toutes des cultures particulières. Là, nous n'avons pas la même littérature que les Allemands ou que les Italiens, on n'a pas le même cinéma, etc., etc. Et pourtant, ça circule entre nous. Regardez à l'Odéon, le théâtre de l'Europe, on a des metteurs en scène allemands, autrichiens, italiens, etc. Enfin, ça existe, ça. Et on arrive à vivre avec une pluralité de cultures. Ça, c'est extraordinaire. La peur qu'on a du multiculturalisme, c'est une stupidité, parce que c'est l'expérience qu'on veut faire au niveau européen. Donc on devrait continuer. Vous pensez que le meilleur remède face à Poutine, c'est ça? Le meilleur remède, c'est de construire l'altérité. D'ailleurs, on ne vit que par l'altérité. S'il n'y a pas d'altérité, on meurt.